À partir de l'histoire de Sonia, je propose d'envisager les difficultés qui peuvent accompagner un retour du point de vue de l'enfant et aussi du parent. Sonia a été enlevée par sa mère lorsqu'elle avait 7 ans et emmenée dans un autre pays d'Europe. Elle n'a pas vu ni communiqué avec son père pendant près de 4 ans. Avant l'enlèvement, la mère avait déposé plainte à plusieurs reprises contre le père pour des actes graves à l'encontre de sa fille. Une mesure d'AMO avait été décidée au vu de la situation préoccupante pour l'enfant du fait du conflit conjugal dont elle était l'enjeu. Toutes les procédures engagées par la mère se sont conclues par des classements sans suite et des non-lieux, elle-même étant condamnée pour non-présentation d'enfant. Le juge des affaires familiales avait décidé que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par le père et avait fixé la résidence en France. La mère a enlevé sa fille, la soustrayant à l'AMO et aux décisions de justice. Lorsque Sonia avait 8 ans, un mandat d'arrêt avait été délivré, mais le pays où elle résidait a refusé de l'exécuter. Puis la mère a, semble-t-il, caché l'enfant, l'a déscolarisé et le père n'a plus eu aucune nouvelle. Sonia avait 11 ans lorsque la police est intervenue en force au domicile des grands-parents où se trouvait l'enfant en cachette. L'interpellation de la mère a été particulièrement houleuse, elle a été incarcérée. L'enfant en état de choc a été conduite dans un hôpital psychiatrique dans le pays où elle résidait, puis rapatriée en France en véhicule sanitaire dans un autre hôpital. Son refus farouche de vivre avec son père a conduit le juge pour enfants à la confier à l'ASE. Sonia déclarait que son père l'avait frappée quand elle avait 7 ans et qu'elle ne voulait plus le voir. Le juge des enfants, bien que Sonia n'aurait pas été en danger chez son père et dans la famille paternelle, a estimé qu'il fallait un accueil en lieu neutre pour lui laisser le temps de se dégager du conflit parental, de l'emprise maternelle et de redécouvrir son père au travers de visites médiatisées qui pourraient, dans un premier temps, ne durer que quelques minutes. Sonia a 11 ans lorsque nous la rencontrons pour la première fois. Nous savons par l'éducatrice référente que son comportement à la maison d'enfants, à son arrivée, était assez difficile. Elle était enfermée dans sa chambre, sur son lit, répétant en boucle « c'est terrible, c'est terrible ». Elle refusait de se laver, de participer à la vie de la maison d'enfants. Lorsqu'on lui parlait de son père, elle manifestait une sorte de répulsion. Un jour où elle revenait de l'ASE, elle a prétendu avoir vu son père, ce qui n'était pas le cas, et a ajouté avec une sorte d'effroi « il respirait le même air que moi, sans doute savait-elle qu'il avait lui aussi rendez-vous ce même jour, et ce seul fait produisait une grande angoisse ». Peu à peu, elle est sortie de cet état de panique et est allée au collège. Elle explique aux éducateurs que sa mère l'avait enfermée et lui faisait la classe de peur qu'on l'enlève. Elle évoque peu de souvenirs de sa vie d'avant. C'est une enfant très intelligente, hyper mature. Ses centres d'intérêt, lecture, musique classique, l'éloignent des autres. Elle est trilingue, parle la langue de son père, l'anglais, celle de sa mère et le français. À noter qu'elle n'a pas perdu l'usage ni du français ni de l'anglais. Peut-on comprendre cela comme une façon de rester en lien avec cette autre partie de sa vie et à une partie d'elle-même? Elle déclare à qui veut l'entendre que sa vie n'est pas en France mais dans le pays de sa mère. Peu à peu, elle pose des questions sur son père, demande pourquoi il l'a cherché, témoignant ainsi d'une curiosité qui pourrait être les prémices d'une remise en cause du discours maternel, prétendant qu'il l'avait abandonnée ou de son propre sentiment de l'avoir été. À notre grand étonnement, lorsque nous la voyons seule pour préparer la rencontre avec son père, elle se montre impatiente de le revoir et dit sereinement qu'elle souhaite avoir des liens avec ses 2 parents. Sans doute était-ce quelque chose qu'elle répétait, mais elle y avait réfléchi, avait fait sienne cette idée. La capacité de réflexion de Sonia est tout à fait étonnante pour son âge. Elle prend toujours le temps de réfléchir avant de répondre à une question posée, au détriment d'une spontanéité attendue. Bien qu'elle affirme avoir peu de souvenirs de sa vie avec son père, elle en évoque beaucoup, qui témoignent d'un lien authentique. Elle exprime contre toute attente le désir de sortie et même de vacances avec lui. Le père que nous avons reçu avant la première rencontre nous a fait part lui aussi de son impatience à revoir sa fille et aussi de sa crainte qu'elle ne le rejette comme ce fut le cas au tribunal. Lors de la première rencontre, Sonia est arrivée la première, tendue, émue, anxieuse. Elle a fait un dessin qu'elle veut offrir à son père. Père et fille se retrouvent dans un même élan, se serrent longuement dans les bras l'un de l'autre et se disent combien ils sont heureux d'être à nouveau ensemble. Vient ensuite le temps des cadeaux, une manière de remettre de l'intense émotion. Une enfant victime d'un enlèvement parental vit brutalement une grande perte, celle d'un parent, de sa famille élargie, de son environnement familial, de ses repères, et ce d'un seul coup sans y être préparé. Les effets concernent l'absence au jour le jour d'un parent au niveau des interactions, de la transmission et de l'éducation.
La privation d'un parent fait subir à l'enfant une perte plus dramatique que la perte réelle d'un parent par décès, car l'enfant n'a plus l'accès aux bons souvenirs qui lui sont interdits et qu'il s'interdit. Lors du retour, il revit cette même perte, les sentiments massifs de culpabilité sont refoulés ou dissociés, l'enfant ne peut en faire état auprès du parent rapteur de crainte de perdre son amour. Lorsqu'elle était auprès de sa mère, elle devait faire allégeance à celle-ci, adhérer à ses thèses concernant la maltraitance. Il est probable qu'elle a fait sienne ces thèses. Dans de telles conjonctures, l'enfant peut en venir à haïr consciemment le parent dont il a été séparé tout en l'aimant au niveau inconscient. À l'inverse, le parent aliénant est aimé sur le plan conscient, mais craint et possiblement haï sur la scène inconsciente. Dans l'autre sens, celui du retour, les sentiments de culpabilité sont tout aussi prégnants. Sonia a exprimé sa culpabilité d'avoir abandonné sa mère. Elle va en mourir, dit-elle. Je ne peux pas lui dire que je me sens bien avec mon père, ça va lui briser le cœur. Sonia témoigne d'une perception fine de la fragilité de sa mère auprès de laquelle elle avait une place d'enfant thérapeute. Mais si elle peut éprouver un certain soulagement et du plaisir à retrouver une vie normale d'enfant, elle redoute à juste titre les conséquences pour sa mère. De plus, auprès de son père, elle a beaucoup de bénéfices matériels, il la couvre de cadeaux, ne lui refuse rien, il lui suffit d'exprimer un désir pour qu'il soit exaucé. Et cette aisance est à l'opposé de ce qu'elle a vécu dans sa famille maternelle qui vivait dans la précarité. Que ce soit en partant avec sa mère ou en revenant vivre avec son père, Sonia n'a eu d'autre choix que le clivage. D'ailleurs, elle l'exprime. Lorsqu'on lui parle de sa mère, elle dit « je ne veux pas y penser ». Elle ne peut vivre le présent qu'en se coupant d'une partie d'elle-même. L'enfant opère un clivage qui potentiellement crée un clivage identitaire, une faille de l'identité. Tout enfant construit son identité via l'identification aux deux parents. Or, le rejet d'un des deux s'intériorise chez l'enfant et le mène au sentiment de dégoût de lui-même, à la crainte d'être rejeté ou à la dépression. Certains enfants semblent épargnés par ces troubles. Ce pseudo-équilibre ne résiste pas à l'adolescence. Apparaissent alors des troubles d'adaptation, des troubles d'opposition et d'autres troubles encore. Et Van Glissingen va jusqu'à dire que l'apothéose du clivage peut mener à la schizophrénie. Sonia, durant son séjour en maison d'enfants, a souffert de douleurs... Bon, ça, je vais sauter. On peut s'étonner de la rapidité avec laquelle l'enfant s'adapte tant au moment de l'enlèvement que celui du retour. Au moment de l'enlèvement, il a généralement été conditionné par le parent aliénant et adhère à l'explication qui lui a été donnée en termes de protection. Généralement, avant le rapt, il y a eu une représentation négative voire effrayante du parent dont il est séparé. Mais au retour, en dépit de ce qui a été maintenu et entretenu de cette représentation, l'enfant réagit souvent étonnamment bien. Toujours Van Glissingen déclare que plus l'enfant est jeune, plus la glace se brise rapidement, souvent dès les premières minutes, du moins évidemment si la relation affectueuse a existé avant l'aliénation. Avec des enfants plus âgés et des préadolescents, la période d'acclimatation et d'apprivoisement mutuel peut être plus longue. Pour autant, les dommages causés à l'enfant vont se manifester après une période d'idylle de durée variable. Outre les manifestations somatiques liées à l'angoisse, la relation aux autres peut être affectée. L'enfant a souvent perdu la capacité à gérer les conflits, car pour lui, la seule solution est la coupure du lien. C'est ce qu'il a connu. Il ne met jamais en cause son comportement, car dans sa vie, il y a toujours eu un personnage responsable de tout, le parent exclu. Le parent aliénant a souvent poussé l'enfant à mentir, à manipuler, à être hostile, à concevoir ce mode de relation comme normal. Bon, j'essaie d'en sauter un bout, mais je ne sais pas lequel. Sonia, après la première rencontre médiatisée, a imploré un retour chez son père. Ce revirement entre rejet farouche et désir impérieux témoigne de cette capacité à s'adapter à la réalité. Cette adaptation comporte un coût qu'il ne faut pas sous-estimer. Il peut faire illusion et laisser croire que tout est rentré dans l'ordre. Dès son retour au domicile paternel, Sonia s'est montrée d'une exigence et d'une violence tout à fait inattendues et déroutantes. Déjà à la maison d'enfants, bon, ça je saute aussi, le père, après s'être réjoui du retour de sa fille, a vite été dépassé par la difficulté à reprendre son rôle. Toute forme d'autorité pouvant déclencher des crises au cours desquelles elle l'insultait. Rien ne pouvait la calmer, il s'est vite senti démuni. Il a refusé de poursuivre les entretiens dans notre service et in fine, elle a refusé de poursuivre les entretiens dans nos services et in fine, le père, qui en voyait pourtant l'intérêt, y a renoncé. La mesure d'AMO a eu du mal à s'exercer parce que Sonia ne l'acceptait pas et le père n'a pas réussi à lui imposer ses rencontres.
avec l'éducatrice. De son côté, le père a développé une attitude méfiante envers toute personne qui approchait Sonia, craignant qu'on évoque avec elle la relation avec sa mère et qu'on la perturbe davantage. Tellement désireux que sa mère accède au lycée prestigieux et fasse partie de l'élite, il n'a pas supporté qu'elle ne soit pas en tout point à la hauteur de ses attentes. Tout en la comblant de cadeaux. La mère a été incarcérée dans son pays pendant quelques mois après le retrait de sa fille. Elle n'a cessé d'écrire à Sonia tout en lui promettant un retour imminent chez elle. « Bientôt tu seras chez toi, un avion va venir te chercher, sois courageuse pour supporter l'horreur, tu es mon tout. » Ces courriers ont été l'objet de débats. Fallait-il les remettre à Sonia? Sonia pouvait-elle écrire à sa mère? Sur ce dernier point, rapidement, cela a été autorisé, avec bien sûr une lecture préalable, la crainte d'un nouvel enlèvement obligeant à des précautions. Quant à la lecture des courriers, les positions ont été divergentes. Le père n'y était pas opposé dans un premier temps. Il avait à cœur de ne pas priver Sonia de tout lien avec sa mère comme il l'avait été. Et sa capacité d'identification à sa fille lui permettait de comprendre la souffrance qu'elle éprouvait. Il était soulagé lorsque sa fille s'est désintéressée des courriers qu'elle recevait. Elle ne voulait pas les ouvrir. Il y avait là pour lui le signe qu'elle s'inscrivait dans sa nouvelle vie et se lassait du discours répétitif de sa mère, alors que de notre point de vue, Sonia, dans cette attitude, opérait le clivage que nous avons décrit pour ne pas souffrir et se sentir moins coupable. Lorsque les difficultés sont apparues dans sa relation avec sa fille, la fin de la lune de miel, des retrouvailles, pourrait-on dire, le père a estimé que les courriers prometteurs de retour étaient nocifs et demandé qu'ils ne soient plus remis. Il a mis en place une stratégie en miroir de celle de la mère, bien que ce n'avait pas été son intention première. Autour de cette question du maintien du lien avec le parent aliénant, on voit bien qu'il n'est pas aisé de trouver une position juste qui permette à l'enfant de se déprendre du lien d'emprise. Le traitement du syndrome d'aliénation parentale s'avère sévère, tel que le décrit Gardner, nécessite des mesures particulières. Je le cite, « Au stade sévère du syndrome, une approche thérapeutique n'est généralement pas possible avec le parent aliénant, car il n'a pas conscience de ses troubles et considère le thérapeute ne rentrant pas dans ses schémas de croyance comme un opposant. » Von Glissingen précise qu'à défaut d'un changement d'attitude du parent aliénant, il faut restreindre les relations avec avec ce parent. Il est particulièrement difficile de déprendre un enfant de l'aliénation par l'autre parent lorsque c'est, comme dans le cas de Sonia, une pathologie parentale avec des composantes paranoïaques. L'enfant n'a pas d'existence propre, il n'est que le prolongement de la mère ou une partie d'elle-même. C'est d'ailleurs ce qu'elle dit « tu es mon tout ». L'enfant est prise dans une folie à deux. La mère, par son emprise, dit du lieu de l'autre ce qu'il convient d'être, de penser, de dire ou de faire. Selon certains auteurs, on parle même d'une forme d'inceste. L'aporie qui résulte d'une telle situation peut se résumer ainsi. Bon, non, ça, je vais sauter. Alors, voilà. Un dernier point, la question du retour de l'enfant rencontre quelque chose de bien connu dans la clinique du bébé à propos de l'enfant imaginaire et de l'enfant réel. Le parent qui retrouve son enfant après une longue séparation, on pourrait dire privation, ne retrouve pas l'enfant qu'il avait perdu. L'enfant qui revient n'est pas l'enfant qu'il a rêvé pendant tout le temps de sa séparation. Celui qui revient a changé physiquement, a vécu des expériences, a été marqué par la culture de l'autre et les habitudes, mais surtout il a été paré de qualités, de vertus, de compétences. C'est devenu un enfant idéal qui va combler le combler de bonheur. L'enfant de la réalité décevant, nécessairement, du seul fait d'être un enfant. Il va déranger, bousculer, provoquer, décevoir. Il faudra faire avec cela. Juste pour conclure, un passage de Christian Bobin. Qu'est-ce qu'ils font, les parents? Ils font deux choses. Ils vous donnent la vie et ils vous empêchent de vivre. Les parents, ils ne savent pas que leur amour ne peut nous préserver de faire notre propre apprentissage. Notre apprentissage singulier du malheur, de l'abandon. Ils ne le savent pas, ou plutôt ils ne veulent pas le savoir. Beaucoup de mères sont ainsi. Elles croient dire « je te protège de la mort ». Elles disent en fait « je t'interdis de vivre ». C'est d'ailleurs la même chose, non? Dieu merci, la vertu de désobéissance est la première vertu de l'enfance. Et j'ajouterai qu'heureusement, c'est une vertu dont les enfants ne sont pas dépourvus. C'est en cela que nous pouvons être optimistes. Merci beaucoup.